Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Une première, le président de la République était ce mercredi au dîner du CCAF, l'occasion pour nous d'analyser le sens de sa présence et de son discours. Cette journée du mercredi était historique pour nous car la Cour européenne des droits de l'homme examinait le recours de la Suisse dans l'affaire qui l'oppose à Perinçek, le négationniste turc. Nos invités ce matin, Vincent Berger, juriste, merci d'être avec nous ce matin dans ce quart sur table, Ala Touranian et Mourad Papazian, coprésidents du CCAF, et nous serons en ligne tout à l'heure quand nous aborderons le volet CEDH avec Sarkis Shahinian depuis la Suisse, président d'honneur de l'association Suisse-Arménie. Ala Touranian, commençons avec vous et ce dîner, deuxième dîner annuel du CCAF. Un succès d'abord parce qu'on a remarqué la présence massive des Arméniens, mais pas seulement. La communauté politique, des hommes, des personnalités étaient en masse à ce dîner. Oui, je crois que tout le monde a convenu que c'était une grande réussite pour le CCF et pour la communauté arménienne. Il y a eu une très belle soirée, une très belle réussite, avec effectivement la présence du président de la République, qui est quand même un événement extraordinaire, et qui a dit des choses dans son discours qui étaient très très fortes et au nom de la France. Donc c'était du point de vue politique extrêmement important. Et puis en même temps, il y avait aussi dans cette soirée des ministres, des personnalités de l'opposition aussi, des anciens ministres, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet et bien d'autres. Patrick Devedjian, bien sûr, et puis des personnalités du monde des arts, du spectacle, des intellectuels, Bernard-Henri Lévy et bien sûr Charles Aznavour, auquel on a remis la médaille du courage du CCAF, une médaille qu'il mérite bien. Et non, je crois que ça a été une très très belle soirée et on a marqué, je crois, des points. Ça a été une belle démonstration d'unité. Je crois aussi d'organisation. Je ne dirais pas une démonstration de force parce que ça serait exagéré, mais on a montré que la communauté arménienne existait, qu'elle était bien inscrite dans le paysage républicain. Et je crois que la tonalité de la soirée a été d'ailleurs très très républicaine, puisqu'elle a été aussi placée sous le signe non seulement du 100e anniversaire du génocide arménien, mais aussi d'une actualité très douloureuse en France, qu'on n'a pas manqué également de soulever. Mourad Papazian, on a l'habitude de voir des événements à Paris, à Lyon, à Marseille. Là, c'est toute la communauté arménienne de France qui était là. Et c'est quelque chose de beau parce que vous avez œuvré tous pour l'unité de cette communauté. Et je pense que ce mercredi, on était dans l'union totale. Et puis, évidemment, la présence du président de la République. L'union, elle est installée depuis très très longtemps déjà. Grâce au CCAF, c'est-à-dire que l'union n'est plus un sujet dans la communauté arménienne. C'est ce qui fait sa maturité, c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui lui permet effectivement d'appréhender des sujets aussi forts que celui de la CEDH dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est ce qui lui permet également d'aborder le centenaire du génocide arménien avec toute la force que mérite justement cette commémoration. Non, je crois que ce qu'il faut souligner pour le dîner du CCAF, c'est véritablement la présence de tous nos amis. C'est-à-dire que des intellectuels, des avocats, des personnalités politiques de premier plan, de l'opposition, mais également de la majorité. Toute la majorité était là, sous la houlette du président de la République, avec des ministres. Donc on a réussi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, on a réussi à réunir ce jour-là tout ce que la France compte d'amis en fait de la cause arménienne et de la communauté arménienne de France
de manière très républicaine, transpartie, et puis je le dis, de manière très exceptionnelle, sous la présidence de François Hollande, le président de la République, où Alain Toragnan soulignait à juste titre qu'il était venu dire des choses au nom de la France ce jour-là, et en réalité, ça a été le lancement officiel, en grande pompe, du 100e anniversaire du génocide arménien. C'est une soirée politique, c'est une soirée qui a un sens particulier et c'est l'inverse de la soirée communautaire en réalité. Justement, le discours de François Hollande, quels sont les moments clés de ce discours? Il y a plusieurs sujets sur lesquels il est attendu, évidemment sa présence en Arménie le 24 avril, la loi, et puis voilà, donc on voit ce qui se passe en Turquie pour contrer le 24 avril arménien. Quelles ont été les positions de François Hollande? Je crois que la position la plus forte, c'est sa réaffirmation de sa présence en Arménie le 24 avril 2015, position d'autant plus forte qu'il est aujourd'hui confronté à un stratagème public de la Turquie qui a invité 101 chefs d'État le 24 avril à Gallipoli pour célébrer la bataille de Gallipoli qui, pour les besoins de la cause négationniste, a été avancée d'un jour, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un peu comme si on célébrait la fête nationale française le 13 juillet au lieu du 14, ou la fête de l'indépendance américaine le 3 juillet au lieu du 4. Voilà, la bataille de Gallipoli qui est toujours célébrée le 25 avril sera célébrée cette année exceptionnellement le 24 avril, certainement pour cause de 100e anniversaire du génocide arménien et pour faire de l'ombre aux commémorations qui sont prévues à Yerevan, qui veut effectivement, elle aussi, inviter toute une série de personnalités internationales et de chefs d'État. Donc la position de François Hollande en disant « moi je ne marche pas dans la combine et dans le piège d'Erdogan, je dis non à ce stratagème et je serai en Arménie à Yerevan le 24 avril », c'est quand même, à mon avis, le point le plus fort de son discours, d'autant plus qu'il a bien affirmé qu'il irait au nom de la France, et c'est au nom de la France qu'il a parlé. Ensuite, il a réaffirmé, il a rappelé l'engagement de la France aux côtés de la Suisse dans le procès de la CEDH, et il a bien marqué dans son discours les limites de la liberté d'expression. On ne peut pas faire le moindre grief à la France, avoir le moindre soupçon, en particulier à un gouvernement de type social-démocrate, d'avoir la moindre velléité d'attenter à la liberté d'expression, et c'est bien sûr, la liberté d'expression est une valeur incontournable de la République, mais François Hollande, dans son discours, a aussi marqué les limites de cette liberté qui ne peut pas intégrer le racisme, qui ne peut pas intégrer la négation d'un génocide. Il a dit que la falsification, la négation d'un génocide ne rentrait pas dans le cadre de la liberté d'expression. Et je crois que ça, c'est effectivement quelque chose c'est un engagement qu'il a renouvelé, qui était très très important. Ensuite, bien sûr, il y a eu d'autres choses. Et ce qui me paraît également très positif dans son discours, c'est sa volonté de s'impliquer du côté de l'Arménie et du côté du Karabakh dans les problèmes qui sont de sécurité auxquels ces deux entités ont à faire face encore aujourd'hui, face à un panturquisme agressif. Alors on va revenir à la question liée au Karabakh, puisque François Hollande a avoué que la rencontre Sargsyan-Aliyev à Paris n'a malheureusement pas abouti à des résultats concrets, mais sur le volet donc le sens de la présence du président de la République, Mourad Papazian, par exemple, affirmé encore une fois qu'il sera présent le 24 avril à Yerevan, alors que on n'a pas entendu beaucoup de chefs d'État, on a la crainte de voir que la balance va aller un peu vers la Turquie ce 24 avril, parce que c'est un partenaire commercial, stratégique, politique pour beaucoup d'États, et je pense qu'on sera nous-mêmes face à un dilemme en ce sens-là. J'ai pas compris la question, mais en réalité... La question est de savoir, c'est-à-dire qu'on a un défi face à nous. François Hollande affirme qu'il sera à Yerevan. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres? François Hollande sera à Yerevan. Il a pris cet engagement le 24 avril dernier, 2014, à Paris. Il l'a affirmé officiellement, il y sera. Et c'est un engagement très très fort. Ça résulte des relations que nous avons avec lui depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire François Hollande dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit concernant la cause arménienne et la communauté arménienne. Donc il sera à Yerevan. Il a également manifesté le souhait
d'emmener avec lui un certain Justement. nombre de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Donc y arrivera-t-il? Je ne sais pas. En tout cas, lui sera présent. Lui sera présent en tant que chef d'État. Moi, je voudrais souligner un point sur lequel on passe peut-être un peu trop vite. C'est l'engagement de la France dans le processus CEDH n'est pas neutre. Ce n'est pas un petit signal. C'est un énorme signe. Quand on sait que du résultat de la CEDH dépend l'avenir de la future loi pénalisant la négation du génocide arménien. C'est-à-dire que si le résultat de la CEDH nous est défavorable, il n'y a plus de possibilité de pénaliser la négation du génocide arménien par la loi. Alors on voit bien la volonté du président de la République de poursuivre ce processus qui, il le sait, passe par un résultat positif à Strasbourg. Et donc ça, c'est un engagement fort, puisqu'on voit bien que d'un côté, on a l'Arménie, la France, la Suisse, la LICRA, la FIDH, un certain nombre d'organisations comme le CCAF, Suisse Arménie, la Ligue turque des droits de l'homme, etc. Et de l'autre côté, on a la Turquie et Perinçek, et une association turque de Suisse romande. Donc ça, c'est un des engagements le plus fort que le président de la République peut exprimer, réitérer. Et donc, on a vraiment, dans cette affaire-là, la France avec nous. Et donc, au-delà de ce qu'a dit Ala Toragnan en analysant le discours de François Hollande, on doit dire qu'on a un président de la République qui a un comportement sans ambiguïté, très courageux, et qui veut tenir ses engagements en faveur de la communauté arménienne. On peut même signaler, juste pour rappel, qu'il s'est engagé, d'ailleurs il a annoncé, par rapport au colloque des 100 ans de recherche historiographique concernant le génocide arménien au mois de mars à Paris, qu'il mettait ce colloque sous son haut patronage. Une annonce évidemment qui a été accueillie par des applaudissements dans la salle, et c'est quand même très important parce qu'au-delà de la France, les autres communautés diasporiques ne prennent peut-être pas mesure on est quand même un des États les plus importants du monde, et le président de la République de cet État est avec la communauté arménienne dans toutes ces démarches concernant les commémorations du centenaire du génocide. C'est quand même, il faut le dire, assez exceptionnel. Non, c'est vrai, et je crois que de ce point de vue-là, l'année des 100 ans 2015 en France commence plutôt bien. Et on a un programme qui est établi, un programme officiel. Je pense qu'il est très consistant. Du point de vue du contenu, effectivement, avec ce colloque, avec ce qui va se passer à la mairie de Paris également, avec cette grande exposition pendant 3 mois où la mairie va accueillir le mémorial du génocide à Yerevan. Et je pense qu'il y aura aussi des surprises, de très belles surprises qui mettront l'année 2015, en tous les cas en France, au niveau de cet événement exceptionnel, puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'on commémore les 100 ans d'un génocide. La prochaine fois, ça sera dans 30 ans pour les 100 ans de la Shoah. Et on attend évidemment à ce moment-là que les commémorations soient à la hauteur de l'événement. Alors nos auditeurs pourront tout à l'heure, un peu plus tard, nous appeler pour donner leur réaction ou poser des questions à nos invités par rapport justement à ce dîner et la présence du président de la République aux côtés des Arméniens. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qui se passe en Turquie par rapport au 24 avril. Alors on a parlé de Gallipoli et ça a été évoqué tout au long de cette semaine et même avant dans nos journaux que Erdogan essaie de faire de l'ombrage. C'est pas une surprise, on en parle dans la presse, on en a parlé dans les Nouvelles d'Arménie déjà il y a 1 an et demi. Non, mais même la presse française et internationale en parle. Voilà, oui, parce que ça a été annoncé officiellement. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une surprise. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau des autorités arméniennes, comment elles ont anticipé le coup, parce que bon, on l'attendait depuis 1 an. Et savoir comment elles ont anticipé. Tout ça est dans le secret absolu, mais j'espère que les choses ont été faites. Alors il y a eu des grandes annonces. Serge Sarkissian a donné le coup d'envoi des cérémonies de commémoration du centenaire, et surtout côté turc, il y a Recep Tayyip Erdogan qui a annoncé hier à la télé turque que si les historiens indépendants reconnaissaient l'existence d'un génocide et que l'État turc était donc coupable de ce crime, la Turquie était prête de payer le prix fort pour cela. Est-ce qu'on est en train de tomber dans un nouveau piège tel que celui du 23 avril dernier, quand le même Erdogan, annoncé qu'il présentait ses condoléances aux enfants, aux petits-enfants des rescapés du génocide? En 2 mots, après
pardon Mourad, mais on est dans la fuite en avant turque négationniste, malheureusement des gouvernements turcs successifs classiques. Il y a eu déjà une commission d'historiens qui s'est réunie à la demande de la Turquie. Il y a en 2004, au moment de du comité de réconciliation arméno-turc, le TARC, les Turcs et les Arméniens étaient assis à la même table. Ils ont demandé, sous l'égide du département d'État, au Centre de justice transitionnelle de New York, qui est une cour composée d'experts, d'essayer de définir si ce qui s'était passé en 1915 était un génocide ou non. Les Turcs avaient dit qu'ils accepteraient les conclusions, les Arméniens aussi. Le Centre de justice transitionnelle a dit, au terme d'une enquête et d'un travail d'expertise, qu'il considérait que c'était effectivement un génocide. Qu'est-ce qu'a fait la partie turque? Elle a quitté la table. Donc on voit très bien qu'il s'agit là de manœuvres dilatoires. De toute manière, le génocide arménien est un fait acquis et simplement la Turquie, les dirigeants turcs actuels ne veulent pas en assumer les conséquences et malheureusement, ils se situent dans une logique de complicité avec les bourreaux de 1915 au lieu de faire amende honorable et de prendre le chemin et la voie de la réconciliation. Le seul comparatif possible est de savoir si on pourrait accepter qu'on propose à Israël ou aux Juifs du monde entier de mettre en place un processus de réétude de l'histoire pour savoir s'il y a bien eu un génocide juif. Bien sûr que non, c'est totalement inacceptable. C'est un piège dans lequel la Turquie veut nous faire tomber depuis plusieurs années, comme vient de l'expliquer Ajat Oranian. Et encore récemment, avec l'histoire des protocoles arméno-turcs, où la commission d'historiens était incluse justement dans ces protocoles-là. Et donc c'est absolument inadmissible. La lumière a été faite, les massacres de 1915 sont un génocide. L'association des spécialistes des génocides sont arrivés à cette conclusion et donc on voit bien que les autorités turques essaient de nous faire tomber dans ce piège de la durée en réalité parce qu'on repartirait pour 20 ans d'études, etc. et donc on noie complètement le poisson. Et donc j'ai également lu une autre déclaration d'Erdogan ces derniers jours en disant que la Turquie ne reconnaîtrait jamais le génocide arménien parce qu'il n'y a pas eu de génocide arménien. Donc je pense qu'ils sont en train effectivement de jouer la fuite en avant totalement. Ils sont en train de se répartir les rôles entre Erdogan et Davutoglu. Il y en a un qui est plutôt un objectif de politique intérieure et l'autre qui essaye de donner un visage plutôt séduisant de la Turquie au monde. Et je crois que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. La Turquie réussira peut-être à mobiliser pour Gallipoli sous la menace, en fait, sous les pressions, sous le chantage. Et en réalité, on sait très bien que tous les chefs d'État du monde savent qu'il y a eu génocide arménien. Le petit signal qui a été donné par le président israélien en est une preuve. À l'ONU. Et à chaque 24 avril, la Turquie craint que le président des États-Unis aille un peu plus loin, effectivement, dans ses déclarations en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Non, je crois que la Turquie serait bien inspirée aujourd'hui de changer de fusil d'épaule, de changer de tactique et d'aller vers une reconnaissance du génocide arménien, d'aller vers un processus de réparation pour qu'ensuite les deux peuples, les deux États, les deux nations puissent cohabiter et envisager l'avenir de manière beaucoup plus positive. Alors, Mourad Papazian, vous, dans votre discours mercredi dernier, vous avez même demandé à François Hollande de faire le pont entre les Arméniens et les Turcs. Aujourd'hui, avec les expériences qu'on a déjà eues, que Ajat Oranian vient d'évoquer, le TARC et d'autres, est-ce que c'est toujours envisageable? Bien sûr. Je pense que est-ce que c'est souhaité par les Arméniens? Je pense que François Hollande est le chef d'État qui peut jouer ce rôle. Parce qu'il a une position sans ambiguïté sur la question du génocide arménien et que la France a des relations normales aujourd'hui avec la Turquie. Et donc, en partant du principe que ce dialogue doit s'articuler autour de vérité, justice et réparation, on est dans une problématique tout à fait différente de celle des tentatives précédentes qu'a évoqué Ajat. Donc on est dans une autre logique, dans celle de la logique de la reconnaissance de la justice et des réparations. Tant mieux, parce que Erdogan est d'accord. Si on reconnaît le génocide, il est prêt à payer le prix. Je suis pas
moi je suis pas très optimiste avec ces autorités turques actuelles en tous les cas, évidemment. puisque c'est un régime qui tend à devenir de plus en plus autoritaire. C'est un régime qui emprisonne, c'est la plus grande prison du monde pour les journalistes, la Turquie. D'ailleurs, ça nous faisait rire quand elle parlait de liberté d'expression dans la Cour européenne des droits de l'homme, que ne l'applique-t-elle pas chez elle. Donc ces autorités turques il y a un virage autoritaire d'Erdogan qu'on sait bien, avec beaucoup de prisonniers politiques, etc. Avec un virage vers l'islamisme aussi, des relations plus qu'ambiguës avec Daesh et des mouvements islamistes au nom en réalité des ambitions turques sur le Moyen-Orient et de domination par rapport à la Syrie et à l'Irak. Donc et de reconstitution, parce que c'est un peu le rêve caché et même explicite d'ailleurs de David Oğlu, qui est un théoricien de l'ottomanisme, d'un grand retour du califat ottoman sur cette région. Donc je vois pas ces autorités turques avec cette idéologie-là faire un monde honorable et faire ce grand pas démocratique et humaniste que serait la reconnaissance du génocide des Arméniens. Pour l'instant, ils sponsorisent plutôt les organisations djihadistes qui vont à Kessab attaquer des villages arméniens en Syrie ou dynamiter le seul mémorial du génocide sur les terres où les Arméniens ont été assassinés en Syrie, à Deir Zor, comme ça s'est passé le 18 septembre dernier avec un front Al-Nosra, qui est une organisation djihadiste qui est la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui a sa base arrière en Turquie et qui a commis cet acte. Alors avant de passer... Acte odieux, parce que là on s'attaque à un ossuaire, on s'attaque aux morts, après c'est attaqué aux vivants. On s'attaque à Auschwitz en quelque sorte. Avant de passer au volet CEDH de notre émission et de contacter Salki Şahinyan pour qu'il soit avec nous tout au long de cette partie-là par téléphone depuis la Suisse, juste pour la belle histoire, le ministère des Affaires étrangères de Turquie vient de publier un calendrier et qu'avait-il comme photo pour le mois d'avril? Par erreur, ils ont mis Tizernagapet, le mémorial du génocide arménien. Donc tous les numéros tous les exemplaires ont été retirés. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un de l'intérieur qui a voulu, en Turquie même, donner le signe que ça suffit, il faut changer notre regard de l'histoire, ou c'est une erreur d'imprimeur. Bon, parlons, Maître Berger, de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour qui, le 17 décembre 2013, a décidé par un arrêt que, finalement, on pouvait nier, en quelque sorte, vous allez nous expliquer les textes, on pouvait nier un génocide parce que cela relève de la liberté d'expression. Raison pour laquelle donc Perinček s'est senti agrandi, et puis même lui qui était en prison pour 5 ans dans l'affaire Ergenekon, si je ne me trompe pas du mot. Ergenekon, voilà, pardon. Et il était interdit de sortir de Turquie. Et on l'a vu à Strasbourg il y a 3 jours. Alors, essayons de comprendre un peu le premier texte, l'arrêt. Que disait-il pour que la Suisse fasse recours pour essayer de faire changer la donne? Donc l'arrêt de la Chambre qui a été adopté par 5 voix contre 2, estimait que la Suisse avait violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc qui garantit le droit à la liberté d'expression. Donc c'était alors que les juridictions suisses à 3 niveaux, c'est-à-dire le tribunal de police, ensuite une juridiction cantonale et enfin le tribunal fédéral suisse, qui est l'équivalent, si vous voulez, pour la France de la Cour de cassation et le Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, avaient estimé, ces trois degrés de juridiction, avaient estimé que la condamnation que M. Perinček ne pouvait pas tenir les propos négationnistes qu'il avait tenus en Suisse dans différents cantons. Il a été condamné pour une des déclarations dans le canton de Vaud, à Lausanne, justement, où il était venu parler de la célébration du traité de Lausanne. Et d'une manière préméditée, puisqu'il avait annoncé qu'il allait d'une manière aller en tout Suisse. à fait préméditée. Donc Perinček, en substance, on peut le présenter, sans caricaturer les choses, comme une sorte de commis voyageur du négationnisme qui va en Suisse, en Allemagne, qui était en Grèce, qui voulait aller aussi en France, dans l'espoir, bien sûr, à chaque fois, d'être condamné et de se prétendre victime d'une atteinte à la liberté d'expression. Donc la Chambre a rendu cet arrêt
Le gouvernement suisse, très légitimement, a demandé le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre et un collège de 5 juges, donc le collège de la Grande Chambre, a décidé d'accueillir cette demande de renvoi, ce qui est tout à fait exceptionnel. Dans 95% des cas, les demandes de renvoi, qu'elles soient présentées par les requérants individuels ou par les gouvernements, contre un arrêt de chambre qui leur est défavorable, ces demandes sont rejetées. Là, le collège a estimé qu'il fallait que la Grande Chambre se prononce sur cette affaire. Et elle a eu raison, parce que c'est une affaire qui a une extraordinaire portée et qui va au-delà, si vous voulez, du négationnisme du génocide arménien. Puisqu'en arrière-plan, ce sont tous les autres génocides, à l'exception de la Shoah, qui a déjà donné lieu à une jurisprudence bien établie concernant différents pays, tant à Strasbourg, devant la Cour des droits de l'homme, que devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, sur la base du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc c'était une question, pour Strasbourg, une question nouvelle. Est-ce qu'un État est habilité, vu le libellé de cet article 10 qui protège la liberté d'expression, à criminaliser ou à infliger, prévoir dans son arsenal répressif, donc des dispositions permettant de sanctionner des propos négationnistes. Donc c'est une question nouvelle et extrêmement large qui va, comme je viens de dire, au-delà de la question arménienne, qui peut concerner d'autres génocides. Donc Perinček a été condamné à une peine assez légère, finalement, une peine de prison qui pouvait être transformée, qui a été transformée en peine d'amende. Une sanction relativement réduite. Donc la Grande Chambre maintenant, puisque maintenant c'est table rase, l'arrêt de chambre n'existe plus depuis que la Grande Chambre est saisie. Donc cet arrêt de chambre a disparu, si vous voulez, dans les profondeurs, j'allais dire les oubliettes de l'histoire, pour paraphraser. On parle de l'arrêt du 17. Lénine, oui, c'est ça. Donc cet arrêt du 17 décembre 2013. 2013, pardon, excusez-moi, a disparu et maintenant, donc, c'est une nouvelle juridiction qui siège, 17 juges, plus 3 suppléants. Et il n'y a qu'un seul juge qui faisait partie de l'ancienne chambre, c'est le juge suisse, juge national, Madame Hélène Keller. Est-ce que c'est un avantage puisque les juges dans la fois précédente étaient plutôt défavorables? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire la position, l'historique, le comportement d'un tel ou tel juge vis-à-vis d'autres questions? C'est pratiquement impossible à dire. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le dossier, naturellement, figure l'arrêt de la Chambre de décembre 2013, avec notamment une très imposante et très intéressante opinion dissidente de 2 juges, notamment du juge portugais, qui lui, contrairement à ce qu'a fait la majorité de la Chambre dans l'arrêt, va insister sur le fait que les auteurs du génocide arménien, la plupart, ont fait l'objet de très lourdes condamnations pénales, même si elles étaient prononcées par contumace, notamment Talat, Mehmet Talat. Donc c'est un arrêt. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que la Grande Chambre, bien sûr, renverse la vapeur, donc conclut à l'absence de violation par la Suisse de l'article 10 de la Convention, et puis aussi précise à l'intention des États, et notamment de la République française qui entend légiférer en la matière, précise un peu dans quel cadre les choses doivent se faire, pour que toute allégation, si vous voulez, de génocide ne puisse pas nécessairement entraîner une répression pénale sous l'empire d'une législation nationale. Mais est-ce que c'est le rôle de la CEDH? Alors, la CEDH, en principe, ne traite que des affaires qui lui sont portées. Mais surtout, lorsqu'elle statue en Grande Chambre, elle va donner un arrêt qui aura une portée européenne et qui va valoir donc pour les 47 États partis à la Convention, dont la Suisse, mais aussi la France. Alors nous sommes en ligne avec Sergueï Chanian, président d'honneur de l'association Suisse-Arménie. Bonjour Sergueï Chanian. Bonjour à vous. Donc la question c'est de savoir si en Suisse, d'abord côté politique, le gouvernement, on sait qu'il y avait des hésitations. En tout cas, le recours a été demandé presque à la dernière minute parce qu'il y avait un délai de 3 mois. Est-ce que en Suisse même, il y avait ou il y a encore une hésitation par rapport aux besoins, à la nécessité d'aller se défendre par rapport à cette question? En ce qui concerne la décision qui a été prise par le département fédéral de justice et police, certainement pas.
D'ailleurs, la participation du professeur Schurman et de toute la délégation suisse a été particulièrement étayée. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail d'analyse. Ils ont porté les éléments qu'ils devaient, même dans le décalage de timing par rapport à la séance qui s'est tenue. Et ceci tellement qu'ils ont obligé M. Perinček à la dernière minute de dévoiler sa vraie nature, c'est-à-dire le fait d'être un idolateur de Talat Pacha. Et je pense que ça a beaucoup aidé les juges à comprendre exactement qui ils avaient devant eux. Mais d'un point de vue de la politique du département fédéral des affaires étrangères, ce recours a coûté très cher, au sens que grâce à ce recours, la Suisse a perdu la possibilité de se faire inviter au G20 qui va se tenir ce mois de juin à Antalya. Malheureusement, les retombées seront assez importantes. Au sens que il y a un clivage qui est net entre le DFAE et le département de Madame Sommaruga. Je pense que DSAE, c'est quoi exactement? Entre les deux, le DFAE, c'est le département fédéral des affaires étrangères, donc D'accord. Le département de M. Burkhalter. Et là, je pense que il y a un clivage politique assez important, c'est-à-dire on n'est pas arrivé, et surtout le département de M. Burkhalter, n'a pas arrivé à comprendre qu'au bout d'un moment, la politique ne peut pas suravancer le droit. Et la défaite du droit est aussi la défaite de la politique. Alors, vous êtes en train de dire que la Turquie est en train de punir la Suisse pour avoir présenté ce recours? Oui. Exactement. Et donc, cela nous ramène à la question qu'on ne va pas reprendre maintenant de la pression qui s'exerce sur les 101 chefs d'État et de gouvernement pour être présents le 24 avril à Gallipoli. Donc, on est toujours dans le langage de la pression et de l'exigence de la part de la Turquie. Alors, Maître Berger, Sarkisian parlait de l'idolâtrie de Talat par Perinček. Est-ce que, en langage de droit, est-ce que c'est important pour les juges? Est-ce qu'ils tiennent compte du profil de la personne? Je crois que ça sera très important, oui, effectivement, parce que ça a été soulevé d'ailleurs à plusieurs reprises pendant les débats et aussi dans les mémoires écrits de la procédure qui a précédé l'audience, c'est que l'intention de l'orateur, de celui qui s'exprime, qui tient les propos, est importante. Et cette intention, naturellement, va être influencée par le profil, le caractère, le passé. Et on voit quel est le passé de Perinček, qui s'est présenté, d'ailleurs, de façon très, très curieuse à l'audience comme un défenseur de la liberté, qui a passé 14 ans de prison en Turquie, notamment en tant que responsable d'un petit parti politique extrémiste, condamné notamment pour sympathie pro-kurde. Mais tout ça, je crois, peut avoir une certaine influence sur les juges. Ce n'est pas on a bien montré, par diverses interventions, qu'il ne s'agissait pas d'un historien perdu dans ses livres, dans ses doctrines, qu'il ne s'agissait pas d'un juriste expert de ces questions, mais plutôt d'un militant politique, défenseur d'une cause évidemment détestable. Je crois que ça a bien transparu pendant l'audience. Moulad Papazian, juste après ce procès, enfin le mercredi vers midi, nous étions par téléphone avec vous depuis Strasbourg, et vous nous disiez qu'il y a eu un scandale à la fin de ce procès quand Perinček, après avoir presque pour conclure le procès, a annoncé parler de Talat comme un héros des libertés. Oui, en fait, les avocats du gouvernement arménien avaient souligné que Talat avait été condamné à mort par contumace par une cour turque en 1919. Et que Talat était le Hitler turc. Et donc Perinček, reprenant la parole et sans qu'il puisse y avoir d'intervention ensuite de qui que ce soit, a affirmé non, c'est faux. Il dit Talat n'a pas été condamné à mort, il a bénéficié d'un non-lieu par cette cour en 1919. Et Talat est un combattant de la liberté, est un héros de la liberté. Talat est un héros de la liberté. C'est-à-dire le Hitler turc est un héros de la liberté.
Effectivement. Donc, il n'y a pas eu de scandale physiquement parce que c'est très aseptisé, c'est une chambre où il y a, voilà. Mais derrière, les journalistes sont venus poser les questions et ont également interpellé Perinček sur cette question. Et tant mieux si effectivement la Cour puisse se rendre compte que d'abord Perinček a menti et deuxièmement, il s'identifie effectivement, il idolâtre le Hitler turc. Et si ça peut avoir un poids dans les débats, il peut peut-être être décisif. Alors, Sergueï Chahinian, vous qui suivez cette affaire depuis le début, est-ce que, je ne sais pas s'il est tôt, s'il faut parler de... est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'issue? Qu'est-ce qui se dit dans la sphère politique suisse à cet égard? Comme l'a dit Maître Berger, que je salue particulièrement, l'arrêt de la deuxième section maintenant est nul, au sens que les 17 juges ont été investis d'un nouveau cas. Et là, je pense que les 13 interventions qui ont été soumises à l'attention de la Grande Chambre sont particulièrement bien étayées et les contenus extrêmement bien expliqués, au moins d'un point de vue de ceux qui sont intervenus à défense et à l'appui de la Suisse. Cela dit, je veux vous dire que la partie turque a joué de façon très bien les cartes qu'elle avait à disposition, c'est-à-dire en insistant sur le côté de la défense à fond de la liberté d'expression, de la liberté d'expression contre la dignité humaine. Et là, je pense que on a vraiment des chances qui sont 50-50. Un peu plus, je serais quand même incline à penser que le fait qu'il n'y a pas eu une seule question de la part des 17 juges officiels, la seule question qui est arrivée, et qui était d'ailleurs extrêmement malheureuse au sens que a montré que la personne ne s'était pas occupée de façon sérieuse du dossier, est venue de la part de la juge roumaine. Et tous les autres juges, je disais, n'ont pas posé de questions. C'est-à-dire cette partie de questions-réponses du côté des juges est partie extrêmement vite. Alors, donc je pense qu'il y a quand même une certaine clarté d'un point de vue du droit de la Convention devant les juges qui sont en train de siéger et qui sont relativement en clair sur le but de cette affaire. Je peux pas avancer des spéculations. Mais j'ai l'impression que ça a quand même des chances. Maître Berger, vous qui connaissez très bien la CEDH, vous êtes un expert de cette cour. Quand les juges ne posent pas de questions, selon votre expérience, est-ce que c'est un beau signe? Est-ce que moi, contrairement à notre ami de Suisse, je ne suis pas du tout persuadé que le fait de ne pas poser de questions ait beaucoup d'importance. En général, dans ce type d'audience, les questions portent surtout, en général, sur des points de fait. Et dans cette affaire présente, Perinček, les faits sont très clairs. Donc, il n'y avait pas vraiment matière à ce que des juges posent des questions pour clarifier des faits. L'essentiel, maintenant, c'est une discussion juridique. Alors, si je peux me permettre, je suis beaucoup moins pessimiste ou beaucoup plus optimiste que notre ami Sarkisian. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une chose qui va certainement impressionner les juges, c'est le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, les 3 juridictions suisses qui ont connu de l'affaire Perinček en Suisse ont toutes été dans le même sens. Et qu'elles ont toutes, donc, elles n'ont pas rendu une décision aberrante ou qui est absolument incompréhensible. Elles sont scrupuleusement impliquées la loi suisse telle qu'elle existait. Cette loi suisse, il faut en dire un mot, cette loi suisse a été adoptée pour se mettre en harmonie avec les obligations souscrites par la Suisse au titre de la Convention des Nations Unies pour l'élimination des discriminations. Donc c'est quelque chose de très important. On a vu que la Suisse, qui est très attachée en général à la liberté d'expression, a voulu justement se mettre en harmonie avec ses autres obligations internationales. Donc je crois que là, c'est aussi un élément qui aura beaucoup de poids à Strasbourg.
Alors, il faudra qu'on parle de la stratégie de chaque parti. Les Turcs, ça a été dit rapidement qu'on a mis en avant le fait qu'on est plutôt dans la liberté d'expression, la défense de la liberté d'expression, et Doğu Perinçek qui aime les Arméniens. Ça a été dit dans la cour. Donc, voilà, on peut en rire un petit peu, mais comment détecter, comprendre, saisir la stratégie des différentes parties, la partie arménienne, la partie suisse? Il faut le dire, la France ne s'est pas exprimée, c'est par une lettre qu'elle a avancé sa position. Pas par une lettre, par un mémoire. Par un mémoire. Là, toutes les parties ont... D'abord, la CEDH, c'est avant tout une procédure écrite. C'est une procédure écrite et toutes les parties, tierces parties, les parties, ont déposé des mémoires. Et donc là, on a bien vu que la session était courte, hein, elle a duré 2 heures environ. Et donc, avant la session, normalement, tous les juges ont pris connaissance de tous les dossiers déposés par les États, par les ONG, par les associations, etc. Et donc, nous, puisque tous les dossiers sont accessibles à chacune des parties, on fait lecture, on a fait analyse, et effectivement, sincèrement, les dossiers sont juridiquement, véritablement, beaucoup plus en faveur, effectivement, de la Suisse et de la partie qu'elle représente que de la Turquie. Les seuls dossiers qui étaient favorables à la Turquie, à Perinçek, c'était le dossier de Perinçek, celui du gouvernement turc et celui de l'association turque de Suisse Romandie. Alors, donc c'est quand même un dossier assez léger de leur côté sur le plan juridique. Est-ce que vous avez connaissance du contenu des différents dossiers? Oui, bien sûr. Donc, par rapport au choix des défenseurs de la partie arménienne, c'est-à-dire que Geoffrey Robertson et puis sa collègue Amal Clooney, est-ce que, évidemment on parle d'Amal Clooney comme une personnalité aussi publique au-delà de son métier, de sa spécialisation, est-ce que c'est un bon choix, ce cabinet Pour moi, c'est un choix qui est assez fréquent de la part de gouvernements. Par exemple, la Turquie a fait appel à un juriste allemand qui parce qu'il y avait un nom français. Il y avait un Français qui était le conseil de l'avocat de Perinçek, donc requérant individuel, mais il y avait aussi un Allemand qui a plaidé pour le gouvernement turc, qui était tiers intervenant. Cet Allemand est professeur à Oxford. Donc c'est assez classique de la part de ces pays de faire appel à des universitaires ou à des avocats anglophones et notamment britanniques. Parce que Robertson, étant donné qu'il a même écrit un livre sur le génocide, il connaît la question en profondeur, c'est un atout, mais on a l'impression que son allocution elle est plus tournée vers l'histoire que sur le droit exclusivement. Voilà, mais en même temps, il y a peut-être eu, sans qu'on le sache, une répartition des rôles avec le gouvernement suisse, qui lui a été très technique, très, je crois, assez convaincant. Et donc, alors que si vous voulez, Monsieur Sarkissian a eu tout à fait raison de dire que Sarkissian, pardon, a eu tout à fait raison de dire que le gouvernement turc, la partie turque, pour simplifier, a eu à jouer toutes les cartes qui lui étaient possibles et qui étaient en main, et notamment essayer de montrer que le discours négationniste de Perinçek n'était pas une incitation à la haine. Et c'est ça qui est très important pour la Cour, c'est savoir est-ce que l'usage de la liberté d'expression va être un appel va être un discours de haine, une incitation à la discrimination, voire à la violence. Et c'est ça, on est vraiment au cœur du débat. Sarkissian, parmi les 17 juges, il y avait un juge turc, mais pas de juge arménien. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, c'est une explication strictement technique, au sens que Madame Işıl Karakaş est devenue, à partir du 1er janvier de cette année, qui est Işıl chef de Karakaş? section. Oui. Qui est Işıl Karakaş? Karakaş, oui. C'est qui? C'est la juge turque. D'accord, très bien. Voilà. Elle est devenue chef de section et d'office, les chefs de section qui n'ont pas siégé lors de du premier arrêt sont d'office invités à siéger. Du côté de l'Arménie, malheureusement l'Arménie, depuis mai 2014, n'a pas de juge siégeant et ça a été très malheureux que l'Arménie n'a pas pu présenter des 3 personnes, donc des candidats ayant un curriculum assez costaud pour qu'ils puissent être retenus de la part du Conseil de l'Europe qui après aurait dû décider
qui des trois aurait dû être nommé juge. Donc, et même s'il avait été nommé, c'est absolument pas dit qu'il aurait été pris dans la gamme des 17 juges, étant donné qu'il ou elle n'était pas chef de section. Donc, le tirage au sort qui est suivi aux autres juges normaux, entre guillemets, n'est absolument pas dit qu'il serait tombé sur le juge arménien. D'accord, c'est une question donc technique. Permettez-moi juste de rappeler que nos auditeurs pourront désormais nous appeler pour... Évidemment, on a deux sujets aujourd'hui, donc on peut très bien revenir sur le dîner et la présence du président de la République. Donc des questions ou des interventions. C'est au 01 43 53 20 74. 43 53 20 74. À la Toragnan. Non, moi aussi j'ai trouvé que la partie turque avait effectivement bien tiré son épingle du jeu. Évidemment, elle jouait sur du velours puisque c'est quand même très facile de défendre la cause de la liberté d'expression. On a découvert aussi un Dogu Perenček extrêmement bon dialecticien qui, en bon militant, a joué parfaitement sur toute la gamme de la dialectique en avançant son combat sur ses années de prison, etc. Et il a été effectivement assez malin. Mais je ne sais pas si tout ça a pu convaincre les juges, s'ils auront été dupes de cette stratégie. Je crois quand même qu'effectivement la partie suisse a montré qu'il y avait quand même une duplicité, un double langage, et qu'il avait dit une chose en Suisse au moment de ses meetings, et qu'il racontait autre chose aussi devant la cour, en particulier par rapport au génocide et à la négation des massacres, puisque dans ses propos en Suisse, il lui a été notamment reproché d'avoir simplement dit que les Turcs avaient tué quelques Arméniens. Alors et ensuite il est venu à la barre à la CEDH à Strasbourg pour expliquer qu'il n'avait jamais nié les massacres. Oui, c'est une manière de présenter les choses, mais on n'est pas obligé d'être dupe. En revanche, au niveau des prestations de Madame Clounet et de Monsieur Robertson, ça a été effectivement des prestations attendues, convenues, très brillantes, évidemment dans la forme, très circonscrite sur l'histoire. Moi, j'aurais simplement, il n'y a rien à dire, ce sont des très belles performances. J'aurais simplement aimé qu'il soit souligné, ça ne l'a pas été fait durant ces quelques heures d'audience, le lien entre la stratégie négationniste de l'État turc, sa politique, parce que la négation est une priorité de la politique internationale de la Turquie, la lutte contre les allégations de génocide, et l'articulation avec Dogu Perenček, qui va porter, en tant que président du comité Talaat, cette parole au niveau international dans différents États. Ça n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné, à savoir que ça s'inscrit véritablement dans une stratégie politique de continuation du génocide par des moyens diplomatiques, la position diplomatique de la Turquie. Je crois qu'il aurait fallu peut-être l'expliciter davantage. Et puis aussi expliciter que la Turquie, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la 16e puissance économique mondiale qui dispose d'énormément de moyens au service de sa politique, qui est un État extrêmement corrompu et qui pratique également la corruption. Et vous voulez dire à l'extérieur de ses frontières ? À l'extérieur de ses frontières, et qui fait effectivement de la négation du génocide un enjeu commercial et économique. Tous les États qui se sont aventurés à reconnaître le génocide arménien ont fait face à des chantages commerciaux et à des menaces commerciales de la Turquie, y compris la France. Et il fallait quand même rappeler quelque part ce contexte quand même très très lourd. Ceux qui reconnaissent le génocide s'exposent à des pénalités ou à des menaces de rétorsion financière et économique. Et ça, il aurait quand même fallu aussi contextualiser cet aspect-là. Moujad Papazian, il y a eu la présence d'associations turques de défense des droits de l'homme, 2 associations. Politiquement, quelle signification? Alors juridiquement, on va s'adresser à Maître Berger pour savoir si une partie turque prenant la défense de la partie arménienne, ça a une conséquence, un impact sur les juges, mais en tout cas politiquement. Politiquement, ça peut être décisif, effectivement, puisque ce sont les associations des droits de l'homme en Turquie, parce que Perenček joue
sa gamme liberté d'expression et qu'il a été présenté par son avocat comme un saint, comme un militant de la liberté d'expression, un militant défendant les minorités, notamment les Kurdes, etc. Même si sa véritable face a pu être dévoilée à la fin par lui-même en adorateur de Talat, de la littérature. Il a acheté le masque. Il est vrai que il s'est présenté comme étant un militant des droits de l'homme en réalité, et que avec beaucoup d'affinités avec les Arméniens d'ailleurs, selon lui. Non, je pense que en vérité, oui, absolument. En vérité, Perinček, comme le rappelait Maître Verger, est un commis voyageur d'une négationniste. J'ai bien aimé votre formule, et je crois que effectivement, il a aujourd'hui pour mission d'aller dans l'ensemble des pays d'Europe et expliquer, effectivement, nier la réalité du génocide arménien en affirmant qu'il y a eu des massacres partagés. Il a dit ça. Partagés. Massacres partagés qui ont causé une souffrance partagée. Mais ce n'est pas un génocide. Donc c'est un peu pas une tactique nouvelle, mais soulignée par quelqu'un comme Perinček, qui essaie de voyager un peu partout en Europe pour prêcher sa bonne parole, la bonne parole du gouvernement turc. C'est un point tactique important. Et il va continuer. Il a essayé d'aller en Grèce. Les Grecs ne lui ont pas ouvert la porte, très bien. Mais il va continuer à aller dans certains pays et puis avoir de l'audience et puis essayer d'influer peut-être par cet intermédiaire sur les juges de la CEDH. Je crois que le fait d'avoir avec nous des organisations de défense turques des droits de l'homme, c'est essentiel. Pour nous, c'est essentiel parce que ce sont des voix indépendantes, véritablement indépendantes en Turquie. On ne peut pas soupçonner ces associations-là d'être contre la liberté d'expression, puisqu'elles en pâtissent elles-mêmes, elles en souffrent elles-mêmes de cette privation de liberté d'expression en Turquie. Alors, c'est très juste, ça met effectivement le curseur au bon niveau en ce qui concerne cette affaire. Ce n'est pas simplement une question entre les Arméniens et les Turcs, c'est une question universelle où il y a les Turcs et les Arméniens défenseurs des droits de l'homme d'un côté et des régimes type Erdogan et les gouvernements turcs successifs qui s'inscrivent toujours dans la continuité de 1915. Nous avons des auditeurs au téléphone. Nous prenons le premier appel. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, voilà, écoutez, je me permets de vous téléphoner. J'étais à Strasbourg avec certains des participants ici. On reconnaît la voix de Weitermination. Je voudrais faire part d'une remarque dans toute cette affaire. Moi, je voudrais, ce qui m'a le plus frappé en observant le déroulé des événements, le 28, c'est que c'est l'attitude de la Cour européenne des droits de l'homme qui a finalement offert une tribune à la fois à M. Perinček et aussi à son mouvement, le comité de Talat Pacha. S'il y avait 600 manifestants turcs qui étaient à l'extérieur du bâtiment de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a eu l'arrêt du 17 décembre 2013. Et ensuite, si M. Perinček a pu s'exprimer à la Cour, c'est parce que le président lui a accordé l'autorisation. Le président de la Cour a bien précisé qu'il n'était pas obligé, qu'il n'était pas habituel qu'un requérant prenne en personne la parole, et bien pourtant, il l'a pris, il lui a accordé 2 fois. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle entend donc dans cette affaire depuis le début, à la fois par le précédent arrêt et aujourd'hui, elle donne une tribune à M. Perinček. M. Perinček, à mon avis, n'en a rien à faire de savoir s'il va être condamné ou va pas être condamné. Il cherche une tribune et il l'a lu. Et tout à l'heure, lorsque vous parliez de Mme Clounet, moi, je pense personnellement que le rôle de Mme Clounet, c'était justement, du point de vue de l'Arménie, d'essayer de rendre un peu moins audible et de pouvoir contrer les propos, l'impact des propos de M. Perinček, parce que tout de même, si l'Arménie avait choisi, ou la partie suisse avait choisi des avocats qui n'étaient pas du tout connus, à la fin, qu'est-ce qu'aurait retenu la presse de cette affaire ? Eh ben, elle n'aurait repris que les propos de Perinček et absolument pas le point de vue des Arméniens, parce que ce serait lui la star. Et de ce point de vue-là, j'aimerais quand même un petit peu qu'on réagisse, parce que je sais bien que les associations, là il y a le CCF, il y a l'association Suisse-Arménie qui ne peuvent évidemment pas prendre des positions comme ça. Mais enfin, moi, à titre individuel, je trouve que le comportement de la Cour européenne des droits de l'homme est, de ce point de vue-là, absolument scandaleux. Merci. Scandaleux. Merci pour votre appel. Et j'aimerais dire un petit peu quand même
Et d'ailleurs, le procureur général d'Arménie qui est intervenu l'a très bien dit. Je trouve que dans toutes les interventions qui a eu lieu, la plus remarquable, c'est encore celle-là. Le procureur général d'Arménie a dit, écoutez, là, les Arméniens n'ont jamais porté leur question de leur malheur du génocide devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, le minimum, c'est qu'elle ne s'attend pas à que la Cour européenne des droits de l'homme se permettent de donner du grain à moudre aux négationnistes. En gros, c'est un peu ça. Ça, c'est tout à fait juste. Et j'aimerais un petit peu quand même qu'on discute un petit peu de ça parce que quelque part, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est elle-même tirer un balle dans le pied. Voilà, de mon Merci. point de vue, individuellement. Je ne suis pas représentant d'association, je ne suis pas partie prenante. Merci pour votre appel. Alors, Maître Berger. Oui, si je peux réagir. En fait, il y a deux choses dans l'intervention que nous venons d'entendre. La première, c'est le droit de recours individuel, qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc même des personnes très antipathiques, comme le général Pinochet, Saddam Hussein, Milosevic, sont venus à Strasbourg. Ils ont, comme tous les autres, le droit à un recours individuel à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un recours supranational, c'est une immense conquête. Bien sûr, certaines personnes très antipathiques ou déplorables vont s'en servir. Mais à côté d'eux, il y aura des milliers, des centaines de milliers d'autres personnes qui, parfaitement honnêtes et respectables, vont utiliser ce même droit de recours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous regrettez que le président Spielmann ait autorisé M. Perinček à prendre la parole. Bien sûr, vous avez eu raison de dire que c'est tout à fait inhabituel. Mais je crois qu'il a eu raison, en l'occurrence, de le faire, puisque, comme l'a dit très bien tout à l'heure Aratoranian, ça a permis à M. Perinček de jeter le masque. Et donc, c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied. Bien sûr, il a eu une tribune. Bien sûr, il y a eu des centaines de manifestants turcs qui, aux abords du Palais des droits de l'homme, ont manifesté en sa faveur. Mais tout cela est très très peu de choses par rapport aux propos dévastateurs, à mon avis, qu'il a tenus. Merci. Donc, un deuxième auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, c'est à vous. Bonjour, messieurs. Tout d'abord, je félicite l'ensemble des intervenants dans le cadre de cette juridiction européenne. Voici mes questions. Quel est le coût de la soirée ou du dîner de gala et par qui sera-t-il supporté concernant les dépenses ? Deuxième question, comptez-vous faire des émissions portées sur les chaînes de radio type France Inter, Europe 1, RTL, afin de porter la connaissance du génocide à l'ensemble des citoyens français et de toute confession ? Je vous remercie, messieurs. Merci pour votre intervention. Alors, qui supporte les coûts de ce dîner ? C'est un dîner qui est organisé par le CCAF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, organisé pour la deuxième année consécutive son dîner, qui est une opération très très importante, donc c'est supporté par le CCF. Peut-être la question de notre auditeur, c'est de savoir... Je veux dire qu'il y a également des entreprises, le CCF a sollicité des entreprises, a sollicité des donateurs, a sollicité des mécènes pour l'organisation de ce dîner. Donc, je pense que voilà. C'est-à-dire, on ne dépense pas l'argent du CCF pour organiser des fêtes. La très grande majorité des gens n'étaient pas des invités, ou simplement payaient leur place. Oui, absolument. Et en plus, ce n'est pas une fête. C'est un dîner politique, comme on l'a dit la dernière fois. C'est une action politique. Sur la deuxième question, celle de la médiatisation plus largement du 100e anniversaire du génocide arménien, bien sûr. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont prises. Déjà, le magazine L'Histoire a produit un dossier remarquable qui est en vente aujourd'hui dans tous les kiosques. On peut encourager l'ensemble des auditeurs à l'acheter parce que c'est un très 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 bon dossier. Il y a beaucoup de choses dans certains quotidiens, dans certains hebdos, dans certaines chaînes de télé, de radio qui sont prévues au cours de l'année 2015. Bien sûr, la médiatisation du 100e anniversaire du génocide arménien, et monsieur a raison de le souligner, est quelque chose de très important. Nous sommes sur ces dossiers-là. Et il y aura, on pense, des événements qui seront très médiatisés. Alors, il y a aussi le fait que, rien que l'annonce de Recep Tayyip Erdogan hier a été sur le fait que si les historiens indépendants reconnaissent un jour, alors j'insiste, ces historiens indépendants reconnaissent un jour la réalité du génocide, on est prêt à payer le prix. Cette annonce a été reprise par pas mal de médias français, l'AFP et même ce matin je lisais dans la presse francophone au-delà de la France. Donc cette année sera assez animée
en médiatisation. Oui, l'affaire est dans l'actualité, on va voir. Nous n'avons plus d'autres auditeurs, alors nous allons parler des conséquences des arrêts. Alors, il y a une question qui est très importante. Qu'est-ce qu'on attend, nous ? On attend que la Cour européenne nous dise, Maître Berger, que nier le génocide n'est pas possible, même dans des États de droit où la liberté d'expression existe réellement, parce que le 17 décembre, le coup qu'on a difficilement pu supporter, c'était de dire ou de penser, nous qui ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas dans les textes, que finalement, désormais, quiconque pourra nier la réalité de ce génocide et aussi d'autres en dehors de la Shoah. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Quel texte on attend ? Quelles peuvent être les conséquences juridiques de ce qui va venir ? Alors, bien sûr, donc l'arrêt de la Grande Chambre sera rendu dans quelques mois, j'imagine en juin ou juillet. Pourquoi ce délai ? Parce que c'est une procédure assez longue. Après, les premières délibérations ont eu lieu dans la foulée de l'audience le 28 janvier, donc cette semaine. En principe, il n'y a qu'une seule première délibération. Parfois, il y en a une deuxième phase, mais c'est assez exceptionnel lorsque la Cour est très, très divisée. Ensuite, on constitue au sein de la majorité provisoire qui s'est dégagée un comité de rédaction, qui est plutôt un comité de contrôle ou de lecture. Et le juge rapporteur, donc chargé du dossier, assisté d'un ou plusieurs juristes du greffe, va rédiger un projet d'arrêt qui sera soumis à ce comité de rédaction. Donc, première délibération, c'est quand ? C'était le 28 janvier. À la fin du procès. Immédiatement après l'audience, alors, ça veut dire que le verdict, les 17 juges, la présidence, le connaissent. Alors, bien sûr, il y a eu un vote provisoire sur les points qui étaient en discussion. Et donc, c'est sur la base de ce vote qu'un projet d'arrêt va être élaboré et donc soumis à ce comité de rédaction. Donc, ça veut dire que si le verdict est là, mais nous, on n'a pas connaissance de son contenu. Vous n'en aurez pas connaissance avant le prononcé en audience publique de l'arrêt. Et ça, ce sera sans doute en juin ou juillet. Alors, autrement dit, si il y avait un juge arménien ou s'il y a un juge turc qui est le cas, l'État turc peut-être prendre connaissance du contenu de ce verdict. Alors, si le juge turc se mettait à dévoiler aux autorités turques le sens de ce vote provisoire, ce serait évidemment une faute très lourde professionnelle qui mériterait sa révocation de la Cour. Et donc, j'imagine que... Mais qui dit que l'État turc dévoilerait d'ici le mois de juin... Alors, on ne peut jamais exclure tout à fait la possibilité de fuite. Oui. C'est déjà arrivé très rarement dans le passé, notamment à propos d'affaires turques, mais c'est une hypothèse quand même tout à fait exceptionnelle. Il est arrivé aussi qu'il y ait des fuites qui n'étaient inexactes, c'est-à-dire que la presse turque notamment se faisait état d'un vote provisoire qui n'avait pas eu lieu. Vous êtes en train de nous dire que la Cour européenne a déjà eu affaire avec la Turquie à plusieurs reprises, des condamnations diverses, variées. Où il y a eu des journaux turcs qui ont fait état de... Alors justement, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, nous, la partie, on va dire, arménienne, suisse ? Alors, on attend avec impatience et anxiété, mais aussi, je crois, confiance, l'arrêt de la Grande Chambre. Si l'arrêt estime, comme je l'espère et comme je le crois, la Grande Chambre estime que la Suisse n'a pas violé la liberté d'expression, ce sera la porte ouverte à la France et à d'autres États qui envisagent de criminaliser, enfin de sanctionner pénalement la négation des génocides. Donc ce sera la porte ouverte à ces États-là. Sinon, Alors bien sûr, là on va se retrouver dans la même situation qu'avec l'arrêt de la Chambre, dans une situation très difficile. Mais à mon avis, ce ne sera peut-être pas tout à fait la fin de l'histoire. Si on arrive à montrer qu'un discours négationniste est directement une incitation à la haine ou à la violence ou à la discrimination. C'est ça, si vous voulez, le lien entre. Donc il y a une autre phase encore qui peut. On pourrait l'imaginer. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Le mieux, c'est bien sûr, ce serait qu'on ait un arrêt très clair de la Grande Chambre disant les États ont carte blanche en quelque sorte, dans certaines limites, bien sûr. On ne peut pas dire que toute allégation de négationnisme devra automatiquement conduire à une sanction pénale. Alors, nous avons deux autres auditeurs avec nous. Nous prenons le troisième appel pour cette émission. Allô ? Allô, oui ? Oui, bonjour.
Oui, bonjour Vastan. J'ai une question à poser à vos invités. Vous avez largement évoqué dans le cadre de cette émission l'effort négationniste déployé par l'État turc, notamment à travers les commémorations de Gallipoli. Alors, le soir du dîner du CCAF, il y a eu une dépêche AFP qui est tombée, reprenant une déclaration du président Hollande, et où on apprenait que le président Hollande appelle la Turquie à poursuivre l'effort de vérité. Alors j'aimerais demander aux coprésidents du CCAF s'ils sont satisfaits de cette déclaration et de quel effort de vérité il est question. Je vous remercie. Merci pour votre appel. Alain Mourad Papazian. Oui, effectivement, c'est une dépêche qui est arrivée très très vite. C'est clair pour un président qui a reconnu à moult reprises la réalité du génocide arménien. Quand il appelle la Turquie à faire un effort de vérité, c'est une interpellation directe de l'État qui doit reconnaître le génocide arménien. En cette année de centenaire du génocide arménien, c'est essentiel. Et d'ailleurs, vous, Vastan, qui étiez à Ankara, en Turquie, lors du voyage d'État de Hollande en Turquie, il avait déjà affirmé la nécessité de reconnaître, il avait dit en termes très diplomatiques que 2015 était une année de commémoration du 100e anniversaire et qu'il fallait revisiter son histoire. Donc je crois que les commentaires et les déclarations du président de la République française vont véritablement dans le bon sens. Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont mises. Nous répondons à notre quatrième auditeur aujourd'hui. Allô ? Allô ? Voilà, bonjour. Allô ? C'est à vous. Bonjour à vous tous, c'est Gilles Lafazane à l'appareil. Je voulais intervenir dans ce sens, même si je n'ai plus la foi dans la justice européenne en ce qui nous concerne, puisqu'il y a déjà eu des précédents, et même il n'y a pas si longtemps en France même, avec les Pierre Nora, Robert Badinter, etc. Et je me permets quand même de vous signaler que je possède des centaines d'heures de vidéos enregistrées dans diverses parutions de Perinček, dans les conférences, meetings, les débats télévisés, etc., où on voit le vrai visage et de son fils, soi-disant historien, un falsificateur inouï, et ce au service de la négation d'État. Si quelqu'un est intéressé par les images, je peux fournir un florilège de ces perles, et ce même encore après le procès du 28 janvier dernier, quoi. Merci. Donc, les responsables, les coprésidents du CCF prendront note et puis laissez votre numéro auprès de la régie pour vous contacter rapidement. Alors, c'est vrai que c'est l'occasion de dire à nos auditeurs, si vous avez des informations, n'hésitez pas, n'attendez pas que un procès soit terminé. Appelez le CCF, appelez la radio pour qu'on soit le relais auprès du CCF pour transmettre justement tous ces documents et autres données, informations à nos responsables politiques. Mourad Papazian, nous connaissons bien la Turquie et si le verdict est défavorable à la Turquie et si on imagine qu'il y aura probablement une fuite, et même s'il n'y a pas une fuite, la Turquie ne supportant pas un verdict qui soit défavorable avec les conséquences ravageuses pour elle dans l'avenir en termes de reconnaissance, pas seulement, mais de combat contre le négationnisme, la Turquie fera tout pour arrêter ou pour changer l'orientation des juges. C'est possible, la Turquie est capable. L'Empire ottoman a une expérience assez importante en Bakchiche, pardonnez-moi de dire ça, mais on parle de réalité politique. C'est comme ça que l'Empire ottoman a très longtemps soudoyé et fait avancer sa politique. Pourquoi pas aujourd'hui ? Moi, j'ai totale confiance en la CEDH et dans les juges de la CEDH qui sont, pour la plupart d'entre eux, d'une honnêteté totale et d'une indépendance juridique. Et j'ai totalement confiance dans cette institution et je pense que compte tenu de la réalité du dossier, c'est
elle penchera du bon côté de la balance, de la justice. Et je pense qu'on peut effectivement avoir de multiples exemples de personnes, de responsables politiques qui ont pu, dans le passé, effectivement, céder aux sirènes turques. Mais là, c'est toute une institution dont il est question. Mais et quand ça même, me semble, on n'a pas patient. ça me semble impossible. Ça me semble impossible. Il y a 17 juges. Ça me semble impossible que la Turquie... Si la Turquie s'engageait dans une opération de corruption généralisée des juges de la CEDH, ça serait le plus grand scandale du siècle. Oui, elle peut ne pas être généralisée. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez révélé, le CCF, le magazine Les Nouvelles d'Arménie. Pour une personne, oui. Elle peut corrompre un juge, 2 juges, 3 juges, mais c'est compliqué d'aller... Ça peut être décisif. Alors, Salki Şahinyan, on vous a fait beaucoup attendre. Qu'en est-il de la possibilité pour vous que des manipulations soient réelles de la part de la Turquie, même si on a tous tendance à croire en l'honnêteté des juges et de cette institution qui est la Cour européenne des droits de l'homme? Alors, en ce qui concerne les tentatives de manipulation au niveau des pressions sur l'État qui aurait dû faire recours, je me suis déjà exprimé auparavant en disant que la Turquie a présenté tout son arsenal et l'a utilisé d'ailleurs avec très grande finesse et même pas à très grande finesse, c'est-à-dire de façon assez costaude contre la Suisse. Tellement qu'on est en train d'en payer les conséquences en ce qui concerne le monument, les réverbères de la mémoire qui aurait dû voir la lumière ici dans le parc de l'Ariana devant l'ONU. La possibilité que la Turquie puisse arriver à manipuler les choses à l'intérieur de la Cour, c'est exclu, étant donné que la solidité des juges de la Cour ne peut pas, et je ne veux pas la mettre en question, même pas un moment. Mais je voudrais quand même arriver au point fondamental. Dans le passé, la Cour européenne avait clairement indiqué que la négation d'un crime contre l'humanité constituait une des pires formes de diffamation raciale et d'incitation à la haine. C'était le cas de Garaudy contre France. Et je pense que cette prise de position fait partie maintenant du patrimoine de la Cour et qui difficilement pourra être oubliée au moment de la délibération et au moment de présenter les considérants. Je veux aussi dire que l'intervention des juges Vucinic et Pinto de Albuquerque, donc l'intervention dissidente lors de la décision de la deuxième section du 17 décembre a été particulièrement étayée et costaude. Donc difficilement les juges pourront ne pas prendre en considération ce que leurs collègues de ce point de vue ont déjà manifesté. Lorsque tout au début j'étais très modérément optimiste, ça dépend des aléas que ce cas a déjà démontré. C'est-à-dire en lisant les considérants des juges de la deuxième section, on s'est rendu compte qu'il y avait malheureusement beaucoup de superficialité dans l'analyse des faits et que même des erreurs factuelles ont été commises pendant la première délibération. Je pense que le fait que l'affaire a été posée maintenant devant la Grande Chambre va élargir l'attention des juges sur la possibilité de ne pas commettre ce genre d'erreur. Donc, je veux quand même souligner, je suis très relativement optimiste, mais je m'attends que la Cour arrive à souligner l'importance que la négation d'un crime contre l'humanité est une des pires formes de diffamation raciale et d'incitation à la haine. Ni Merci. Plus ni moins de ce que cette
le cas pour l'Holocauste, ça doit être exactement la même chose pour le génocide des Arméniens. Merci Sarkis Shahinian. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de l'association Suisse Arménie. Vous avez été un acteur important dans cette affaire, vu votre position et votre présence aussi géographique, c'est important de le souligner. Merci au coprésident du CCAF, Moulad Papazian, et à la Toragnan. Merci beaucoup, Maître Vincent Berger, pour votre travail et surtout votre présence aujourd'hui autour de cette table. Au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.